Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi un service manager adapté est-il votre meilleur allié pour associer ERP et reporting. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session sera présentée par Pauline Colmagro, responsable centre d'expertise data au sein de la Factory, et Jean-Bruno Front, responsable service cloud. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans la zone de chat qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Pauline, bonjour Jean-Bruno, je vous laisse la parole. Bonjour Léa, merci. Bonjour. Alors, le sujet de ce webinaire est vraiment central. Comment faire en sorte que l'ERP et le système reporting fonctionnent bien ensemble? Et c'est pour ça qu'il faut maîtriser trois choses: l'infrastructure, la sécurité et la performance. L'objectif, c'est de mieux répondre aux besoins des métiers. Donc aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de théorie, on va aussi partager notre expérience sur le terrain. Mais avant de parler technique, prenons un peu de recul. Les ERP ont beaucoup évolué ces dernières années. Ils sont de plus en plus SaaS, accessibles à distance, intégrés à l'IA, mieux sécurisés. Tout ça a forcément un impact direct sur la façon dont on les connecte à un outil de reporting efficace. Ces évolutions répondent à des besoins de plus en plus forts de flexibilité, de digitalisation. Par exemple, l'IA va aider à anticiper, à automatiser, à mieux décider. Le SaaS, lui, va plutôt permettre de travailler de partout avec des mises à jour continues. La cybersécurité, protéger les données sensibles. Les ERP sont de plus en plus modulaires, donc plus adaptables. Et puis, le travail hybride aussi, qui va pousser à avoir des accès mobiles et en temps réel. Les API ouvertes pour faciliter les connexions entre outils. L'IoT et le big data pour enrichir les analyses. Et tout ça, en fait, ça devient accessible même aux petites entreprises. Donc, au final, on se rend compte que la moitié de ces tendances, là, des 8 qu'on vient de voir, concernent directement l'analyse et la prise de décision. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que l'ERP et le reporting sont désormais, en fait, indissociables. L'ERP va fournir les données et la BI les transformer en décisions. Et ensemble, ils sont devenus essentiels pour bien piloter les activités. Les entreprises ont progressé dans cette direction data-driven, le rêve de pouvoir piloter uniquement par la donnée, mais le chemin, il est encore long. Aujourd'hui, la moitié déclarent que leur prise de décision est entièrement guidée par la donnée. Moi, je suis très sceptique sur le sujet. Capgemini a produit l'étude qui est à l'écran en répartissant justement, enfin, il a fait cette répartition des entreprises selon 4 catégories en fonction de leur maturité data. En bas à gauche, vous avez ceux qui ont une faible maturité data, qui commencent seulement. 60% des entreprises analysées sont concernées. En bas à droite, c'est plutôt ceux qui voient la data comme une orientation technique. En haut à gauche, c'est ceux qui vont encourager l'usage des données dans l'entreprise. Et puis, en vert, c'est ceux où la culture data est vraiment ancrée. Ce sont vraiment les entreprises data-driven. Donc, on voit bien que la majorité n'est pas encore dans cette catégorie data-driven. Et puis, Capgemini a continué son analyse en regardant la rentabilité de ces différents groupes d'entreprises. Et les entreprises considérées comme data-driven, en fait, qui utilisent pleinement le potentiel des données dans l'ensemble de leur activité, sont 22% plus rentables que la moyenne. A contrario, l'analyse montre que les entreprises qui vont débuter, qui commencent à intégrer les données dans leurs décisions, sont en réalité 67% moins rentables que la moyenne. En fait, c'est simplement parce qu'elles ont envie, mais qu'elles ne se sont pas encore donné les moyens. Les données ne sont pas fiables, ne sont pas centralisées, ne sont pas structurées, c'est pas encore suffisamment organisé pour que ça en prenne de la valeur. Donc, autrement dit, plus une entreprise exploite efficacement ses données, et plus elle va améliorer sa performance financière. Avant d'entrer dans le concret,
On va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans les fondamentaux. La différence entre la BI, le RP, le SI, parce que souvent, on mélange un peu tout. Le RP et la BI, ils vont de pair, mais ils n'ont pas tout à fait le même rôle. Enfin, ils n'ont pas du tout même le même rôle. Le RP, c'est le système qui collecte, qui stocke, qui va gérer toute la donnée de l'entreprise au quotidien. Et la BI, elle va prendre ces données et elle va les transformer pour les rendre compréhensibles et utiles à la décision. Dans la BI, on retrouve plusieurs choses. Le reporting ERP, qui lui, en fait, sert à extraire, à regrouper les données pour créer des rapports clairs sur la performance de l'entreprise. La data vis, ou visualisation des données, hein, on l'appelle comme on veut, mais c'est ce qui va traduire les chiffres en un graphique, quelque chose qui, en un coup d'œil, vous permet de pouvoir voir les orientations. Ce sont des tableaux faciles à lire et ça permet de repérer des tendances, des liens qu'on ne verrait pas autrement que visuellement. Et enfin, le temps réel, parce que à aujourd'hui, tout va vite. Il faut pouvoir détecter tout de suite un changement dans le comportement des clients, dans les ventes, dans les opérations. Enfin voilà. Et ça, c'est super utile pour réagir vite, parce que aujourd'hui, dans certains secteurs, tout bouge vraiment très vite. Et puis on a le SI. Lui, c'est plutôt l'ossature technique sur laquelle va reposer vos outils. Donc, pour résumer, le RP, c'est le socle des processus métiers qui fait tourner la machine opérationnelle. Le reporting et la BI, ce sont ceux qui vont transformer la donnée brute en indicateurs clairs pour piloter l'activité, du tableau de bord, du tableau Excel jusqu'à des outils de BI plus avancés comme Power BI, MyReport, etc. Et puis, l'infrastructure technique, quant à elle, elle va être essentielle pour supporter le RP et la BI, tout en garantissant la performance, la sécurité et l'évolutivité. C'est ces trois piliers, en fait, qui sont intimement liés, chacun avec son rôle. Et c'est cette intégration fluide de ces trois qui est la clé, en fait, d'un pilotage efficace dans l'entreprise. Alors, vous me direz pourquoi connecter un ERP à un système de reporting? Parce que bien fait, les bénéfices sont quand même énormes et surtout très concrets pour le métier. Le premier avantage, ça va être d'avoir une vision unifiée et en temps réel. Donc, le ERP qui gère tous les processus, achat, vente, production, RH, finance, mais les données sont souvent en fait dispersées. La BI, elle va permettre de croiser ces données facilement, en fait, de pouvoir, par exemple, comparer les ventes du client, par client, avec les coûts ou la production, tout ça en temps réel. Et on n'est plus sur du simple reporting, en fait, c'est vraiment du pilotage. On prend de la décision grâce à cette vision unifiée et temps réel. Un des deuxièmes avantages, c'est justement une prise de décision plus claire, parce que en fait, on pilote plus au doigt mouillé, on se base plus sur l'intuition ou sur deux, trois fichiers Excel qu'on a bricolés, qu'on a croisés entre eux. On a des vrais tableaux de bord qui sont automatisés, qui sont fiables. Et du coup, les décisions vont plutôt s'appuyer sur des indicateurs qui sont validés, ce qui va aussi réduire les erreurs et améliorer la réactivité. Troisième avantage, c'est l'optimisation des performances opérationnelles. Parce que forcément, la BI, elle va aider à repérer les freins, les coûts inutiles, les écarts. Par exemple, de se poser la question de est-ce que mes délais fournisseurs ralentissent mes ventes? Est-ce que mes frais de déplacement sont trop élevés dans certaines zones? Voilà, c'est tout ça qui permet d'optimiser cette performance. Ça va donner des réponses rapidement, sans avoir à chercher dans plusieurs outils, sans passer trop de temps en fait dans la production de la donnée nécessaire à ce type d'analyse. Et enfin, sécuriser et fiabiliser les données. Parce que quand j'interviens chez un client, en fait, c'est le premier niveau de contrainte que j'impose d'entrée, en fait, c'est de travailler sur la sécurité et la fiabilité de la donnée. Et en fait, de fait, ça devient un vrai avantage dans la finalité parce qu'on évite les fichiers Excel dispersés, on évite les erreurs de copier-coller,
on est sûr de la donnée qui est contenue dans nos systèmes, on a de la donnée qui est récente, qui est fraîche, qui est juste, qui est connue de tous. Et donc, du coup, au final, le fait de sécuriser et de fiabiliser la donnée, en fait, ça devient un avantage. Donc, en résumé, connecter ERP et BI, en fait, c'est pas seulement un gadget, hein, c'est un vrai investissement qui aide directement les métiers à mieux voir, à mieux comprendre et à mieux décider. Et pour tirer le meilleur parti du reporting ERP, ben, il faut bien l'organiser. C'est pas qu'une question d'outils, c'est aussi une question d'architecture, de gouvernance, de méthode. Ici, on a identifié 5 bénéfices directs. Une source unique de données fiable. Si on rassemble toutes les données dans un même socle, c'est pour que tout le monde puisse travailler sur les mêmes chiffres. Des rapports flexibles pour pouvoir créer et adapter facilement en fait les rapports selon les besoins, pour se concentrer sur l'analyse en fait. Donc là encore, primeur sur le temps réel qu'on a dit tout à l'heure sur le reporting ERP. Enfin, une gouvernance claire, parce que des règles et des indicateurs communs pour garantir la cohérence et éviter les confusions. Du coup, on dirige la bonne information à la bonne personne. Une architecture adaptée à un usage massif, forcément, on va favoriser la collaboration en donnant accès aux données dans plusieurs langues, selon plusieurs fuseaux horaires, selon différentes devises, quand on est dans des contextes potentiellement internationaux. Et puis, des accès sécurisés et contrôlés, parce que il faut donner à chacun accès uniquement aux données qui lui sont nécessaires pour éviter les erreurs, d'une part, et puis surtout pour respecter la confidentialité. Et là, j'ai pris un stabilo et j'ai relevé les 2 sujets qui ont un impact direct sur l'infrastructure. Les plaintes d'utilisateurs et la sécurité. Alors, qui dit bénéfice, dit forcément risque, parce qu'à partir du moment où je vais chercher des bénéfices, je m'expose forcément à avoir des risques. Pour illustrer, j'ai choisi ce schéma de Gartner qui a été repris par Oracle dans son étude, qui permet de comprendre l'évolution des technologies ERP et leur adoption dans les entreprises. Donc, on voit bien ici, en fait, que les plus hauts niveaux d'attente qui reposent aujourd'hui, en fait, sur des sujets data et IA, l'MVDI, Financial Planning and Analysis, etc. Donc, on voit bien que tout en haut de cette courbe, c'est lié à la data, à l'IA. Donc, on voit bien l'importance d'être au rendez-vous sur ces sujets-là. Mais forcément, qui dit data, dit aussi structure, gouvernance, infrastructure, il faut organiser. J'ai miroré mes 5 bénéfices de tout à l'heure par mes 5 risques principaux pour justement respecter l'équité. En pratique, un reporting mal structuré va forcément générer des données éclatées, un manque de clarté et une gouvernance floue. Donc, ça crée forcément de la confusion, ça va retarder les décisions, ça va faire perdre confiance dans les chiffres. Et en plus, si la collecte des données n'est pas rigoureuse, ou si les rapports sont plutôt trop orientés techniques mais déconnectés des besoins des utilisateurs, forcément, l'impact métier va s'en ressentir. Et cette réalité bien identifiée par Oracle dans son analyse précédente rappelle que la réussite d'un projet ERP ne dépend pas seulement des outils, mais surtout de la rigueur dans l'organisation et la gouvernance du reporting. Et là encore, je reprends mon petit stabilo et j'identifie tout ce qui est lié, tout ce qui a trait en fait à l'infra. Et je vois bien que plus de la moitié de mes risques sont forcément aussi liés à l'architecture. Donc, on a vu les risques d'un reporting mal conçu. Maintenant, on va essayer de voir concrètement comment on peut les éviter, en fait, justement pour garantir un reporting efficace, durable, au service du métier. Et là aussi, j'ai identifié 5 points qui avaient trait à nouveau avec des sujets qui impactaient l'infra. On se parle d'unification. On commence par la base, en fait. On va unifier les données,
une plateforme commune qui va permettre de croiser les sources, d'avoir une version unique de la vérité. Fini les tableaux divergents, tout le monde s'appuie sur les mêmes chiffres. On se parle de flexibilité. Les outils, ils doivent parler entre eux, ils doivent communiquer entre le RP, ma BI, mon CRM, mes fichiers métiers, etc. Cette interopérabilité, en fait, va garantir une circulation fluide des données, sans ressaisie, sans rupture entre les systèmes. Puis, il faut rationaliser, il faut simplifier. Trop d'outils, c'est coûteux, c'est confus. Moins d'outils bien intégrés, c'est plus simple à maintenir, c'est plus efficace à utiliser, et puis c'est plus rapide à déployer. Et puis, il y a un sujet de gouvernance, parce que sans gouvernance, pas de cohérence. Il faut des règles communes, des indicateurs bien définis, un référentiel clair, et c'est ça qui va éviter en fait les incompréhensions et garantir la qualité dans le temps. Et puis enfin, il faut une architecture de la scalabilité, de la sécurité, parce que le volume de données grandit, les besoins aussi. Une infrastructure qui est scalable va s'adapter à la montée en charge sans tout remettre à plat à chaque fois. Elle va accompagner la croissance de l'entreprise. Et puis, si j'ouvre l'accès à la donnée, ok, mais il faut le faire en sécurité. Il faut que je puisse contrôler les accès, que je puisse gérer des rôles, protéger quand même ces données de l'entreprise. Il faut que ce soit cadré pour garantir la confidentialité. Et ce sujet sur l'infra, en fait, il est très souvent, il est trop souvent même minoré dans un projet parce que on va parler quand on mène un projet BI, on va parler métier, on va parler technologie, mais en fait, on va oublier un des trois piliers du projet, qui est effectivement celui de l'infrastructure. Et là, il y a des impacts à retenir. Du coup, je vais laisser la parole à Jean Bruno pour qu'il nous parle un petit peu des différentes solutions d'infrastructure qui existent. Oui, merci Pauline. Comme tu l'as dit, dans les projets, l'infrastructure technique joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'ERP et de la BI, de manière générale, pour garantir la performance, la sécurité et l'évolutivité. Alors, aujourd'hui, on distingue, en termes d'infrastructure, on distingue globalement trois types d'hébergement, avec chacun des avantages et des inconvénients, forcément. Alors, on va commencer par quelque chose d'assez classique, historique, l'hébergement sur une infrastructure on-premise. Donc, on-premise, c'est classiquement les serveurs qui vont être installés chez vous, serveurs qui sont installés chez vous, qui sont gérés chez vous. Alors, certains, ils sont très attachés, on va dire pour des raisons de confidentialité ou de contrôle, de garder le contrôle sur son système. C'est souvent une infrastructure qui va être adaptée aux besoins spécifiques de l'entreprise, mais qui au final reste peu flexible et qui peut être assez contraignant dès lors qu'on veut faire l'intégration d'un outil de reporting moderne, par exemple pour pouvoir donner accès à l'extérieur. On va très vite être confronté à des problématiques techniques ou de sécurité qui peuvent effectivement rendre un projet plus complexe. Alors justement, au sujet de la sécurité, on parle de la sécurité des données, et dans ce modèle, certains pensent que le fait que les données soient hébergées, soient chez eux, ça reste plus sécure. Et moi je dis, pas forcément, puisque la sécurité elle repose avant tout sur l'adoption des bonnes pratiques. On pense que c'est bien cloisonné chez soi, mais au final, il faut aussi garantir tout un niveau de service derrière. Par exemple, il va être recommandé d'externaliser des sauvegardes avec une rétention étendue. Beaucoup d'entreprises pensent avoir un niveau de sécurité suffisant et être aguerri face aux différents risques, et c'est pas forcément le cas. Pour le on-premise, on parle forcément d'investissement avec des coûts qui peuvent finalement s'avérer assez élevés, puisque on parle d'achat de serveurs, de licences, de maintenance, d'équipements réseau, puisqu'on doit mettre de la sécurité des accès, ainsi de suite. Tout ça, au final, peut être relativement élevé. On n'a pas forcément identifié tous ces coûts qui vont s'accumuler, mais aussi les coûts qui vont être
pour administrer et maintenir cette plateforme. Surtout si on veut garantir un niveau de sécurité assez élevé. On sait que la plupart des entreprises aujourd'hui n'ont pas ni les ressources, ni les compétences, les moyens pour garantir un niveau de sécurité élevé, contrairement à ce qu'on peut trouver maintenant dans les offres hébergées, où les services sont mutualisés, donc forcément beaucoup plus avancés. Pareil, on parlait beaucoup de scalabilité. Dans ce modèle, la scalabilité va être relativement limitée, puisque son évolution va forcément nécessiter l'ajout de ressources physiques, ce qui veut dire très vite des contraintes techniques, des délais, des coûts. C'est ce qui ressort principalement des sujets de on-premise. Alors après, on peut parler du cloud de l'éditeur. Le cloud de l'éditeur, c'est généralement un cloud public. Dans ce cas, c'est l'éditeur qui héberge directement la solution sur une infrastructure qui, cette fois, est mutualisée. Et pour certains, propose du modèle SaaS, hein, c'est-à-dire que le logiciel est proposé en tant que service, pour bien comprendre la différence. On est sur un modèle de standard, je dirais, de standardisation industrielle, ce qui est un bénéfice pour permettre un accès simplifié et sécurisé avec un niveau de sécurité standard aux applications, qui répond globalement à des usages relativement standards. On va dire qu'il s'agit généralement de plateformes plutôt monoproduits. L'hébergeur est spécialiste sur un produit, notamment en mode SaaS. Il va proposer le RP, il va proposer une solution BI, mais qui finalement ne permettent pas l'hébergement d'autres applications déjà. Et dans ce contexte, forcément, l'interopérabilité entre les outils ERP et le BI peut s'avérer complexe. On a déjà deux mondes qui vont être un petit peu séparés. Comment faire pour que tout ça puisse se discuter de manière performante. Alors, bien évidemment, ces plateformes permettent malgré tout un niveau de personnalisation, mais un niveau qui reste limité, hein, puisque dès lors qu'on est dans du standard, on fait quelque chose de commun pour l'ensemble des besoins. Et souvent, c'est un modèle qui est moins adapté. Par exemple, dès lors qu'on veut intégrer des connecteurs personnalisés, dès lors qu'on veut interconnecter deux systèmes, dès lors qu'on va vouloir gérer des sources de données qui vont être multiples, ou encore permettre l'accès aux bases de données. Alors c'est un modèle qui s'appuie sur qui s'appuie sur un paiement à l'usage. Hein. Maintenant c'est la promesse du cloud. Hein. On veut payer uniquement ce qu'on consomme. C'est le modèle sur le cloud public, c'est le modèle du SaaS. Alors ça présente bien évidemment un avantage de scalabilité, puisque c'est comme ça qu'est conçu le modèle. Mais ce qu'on voit pas forcément, c'est finalement les coûts. Il faut faire attention aux coûts variables qui peuvent finalement faire grimper la facture. On a beaucoup de clients qui reviennent quand même du cloud public puisqu'on maîtrise plus finalement les coûts variables. Et notamment là, je peux donner l'exemple des flux sortants. Beaucoup de solutions SaaS ou de cloud public, dès lors qu'on veut sortir la donnée de l'environnement, sont facturées. Et là, ça peut engendrer des coûts assez importants. Et pour finir, on va dire que dans ce modèle, il faut pas oublier la dépendance aux fournisseurs. Vous êtes chez un éditeur, si l'éditeur décide d'augmenter ses tarifs, avec la solution derrière, globalement, vous avez pas trop le choix. Vous n'avez pas trop de choix de suivre et malheureusement de subir, quoi. Donc finalement, par rapport à ce que je viens de dire, si la réponse idéale ne figure pas chez l'éditeur parce qu'on a dit le cloud, SaaS, trop industriel, ou ne répond pas à la personnalisation, ou alors si dans le modèle on-premise, ça répond pas non plus parce que c'est trop d'investissement ou ça manque un peu de sécurité. Je dirais que le bon compromis réside dans un cloud privé. Donc le dernier cas, le cloud privé managé, qui lui reste flexible, expert, et c'est d'ailleurs ce que nous proposons chez AppSystems. Alors,
dans le détail de l'hébergement cloud privé, c'est quoi? Un hébergement avec le cloud privé avec un service managé, c'est déjà une infrastructure qui est complètement dédiée, qui va être complètement infogérée, optimisée pour vos besoins métiers spécifiques. Alors, et c'est là, je dirais que le modèle prend tout son sens, puisque vous allez garder la flexibilité, vous gardez la performance et la possibilité d'intégrer plusieurs briques logicielles. Alors, on disait tout à l'heure les possibilités d'intégrer un ERP, d'intégrer BI, bien évidemment, mais d'intégrer également d'autres applications et d'agréger aussi d'autres sources de données. C'est aussi l'avantage du modèle, c'est que le fait qu'on soit sur des plateformes personnalisées dédiées, là on est ouvert finalement à tout type de données, à pouvoir interconnecter globalement tout ce qu'on pourrait vouloir faire. Alors ce modèle, on l'a dit, permet aussi une scalabilité avec des ressources qui peuvent être ajustées sans interruption de service, bien évidemment, selon les besoins et selon la croissance de vos données. On va pouvoir bien évidemment sécuriser l'accès et la gestion personnalisée. Alors j'insiste beaucoup sur la notion de personnaliser, c'est encore une fois l'avantage du modèle. Personnaliser la gestion des flux, l'accès aux flux de données. Et pour finir, vous maîtrisez vos dépenses en ne payant que ce que vous utilisez vraiment et pas de coût variable. Là, pour le coup, sur le cloud privé, on n'a pas du tout cette notion de risque de coût variable. Vous avez un abonnement et globalement, dans l'abonnement, si le périmètre ne change pas, le coût reste constant. Et pour finir, je dirais, surtout, et pour certains c'est extrêmement important, avec un cloud privé, vous savez vraiment où sont vos données. Alors, soyons clairs. Bien évidemment, j'ai parlé de cloud privé avec des coûts qui sont maîtrisés, mais on peut pas avoir les avantages. Et je dirais que faut pas s'attendre à ce que le modèle soit du plus économique. Et pourquoi? Parce que contrairement au cloud public ou au SaaS, l'infrastructure cloud privé n'est pas mutualisée. Je l'ai dit, vous avez votre propre environnement dédié, beaucoup de possibilités de personnalisation, forcément un niveau de service bien plus avancé, et ce qui explique des coûts plus élevés, puisque vous bénéficiez d'une sécurité renforcée et forcément des services haut de gamme. Alors on va dire en quelques mots, on ne peut pas avoir de la qualité, de la personnalisation et que ça ne coûte pas. Globalement, ça se paye. Alors en définitive, après tout ce que je viens de dire, finalement la meilleure solution c'est quoi? La meilleure solution d'hébergement, avant tout, c'est celle qui va répondre à vos besoins spécifiques. Il n'y a pas de meilleure solution. C'est déjà celle qui colle le mieux aux besoins. Pour ça, il faut regarder en fonction de la situation, en fonction de besoins. Et dans certains cas, on peut aussi imaginer qu'on ait une configuration, ce qu'on appelle hybride, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter ces différents modèles d'infrastructure. Mais là aussi, ce modèle hybride pour y répondre, ça veut dire différents modèles avec un cloud privé qui lui peut faire le lien entre ces différentes solutions. Et donc le choix dépendra de plusieurs facteurs, forcément. Je l'ai dit, vos objectifs, vos contraintes techniques, vos ressources internes aussi, puisque ça en dépend, et les exigences en matière de sécurité et de performance. Alors, tout le monde l'aura compris, l'objectif pour un projet BI, l'objectif est d'avoir une infrastructure adaptée qui comprenne tous les enjeux et permette la meilleure cohabitation entre l'ERP et le BI. Alors justement, quels sont ces enjeux auxquels l'infrastructure doit répondre pour une solution BI efficace? Alors on a dit, l'entreprise, dans le cadre du BI, on a dit l'entreprise a besoin d'aller vite, elle doit être capable de prendre des décisions basées sur des données concrètes, réelles. Et pour ça, la réponse aux enjeux doit passer par le choix de l'infrastructure, c'est ce qu'on vient de dire, en tenant compte de où se trouvent les données, où se trouvent les applications, où se trouvent les sources de données, les utilisateurs, où se trouve le RP et le BI, et comment on va pouvoir mettre une passerelle finalement entre les deux, puisque c'est quelque part le lien qui va faire qu'on va avoir une solution efficace. Alors dans les enjeux, on va avoir
on doit avoir une plateforme qui doit être extensible, puisqu'on parle de volume de données. On doit être capable, donc extensible, scalable, capable de s'adapter dynamiquement à la croissance des données, à la croissance des utilisateurs, globalement à la croissance de l'entreprise, sans interruption ni refonte complète de l'architecture. Il faut pouvoir garantir aussi la sécurité des données et le contrôle des accès. Dès lors qu'on va vouloir donner, aujourd'hui avec les solutions modernes, on veut pouvoir donner des accès à la solution vers l'extérieur. Tout le monde doit pouvoir accéder à la donnée n'importe où, n'importe quand. On doit pouvoir garantir la performance avec un ERP et le reporting qui cohabitent. On est souvent sur des fonctionnements qui sont des fonctionnements et des logiques qui sont différentes, avec des architectures et des sources de données qui sont différentes. Et finalement, il faut arriver à faire en sorte que ces systèmes cohabitent et fonctionnent, soient parfaitement alignés. Donc, effectivement, il faut penser qu'on peut avoir les meilleurs outils, on peut avoir la meilleure infrastructure, mais si ces plateformes ne sont pas alignées, au final, on ne pourra pas garantir ni la cohérence ni l'efficacité. Alors, et pour finir, l'infrastructure doit être flexible et doit permettre d'agréger. Alors, on a dit tout à l'heure l'ERP, différentes bases de données, le BI, mais également d'autres sources de données et éventuellement héberger d'autres applications. Donc, on a bien vu là que le sujet se limite pas seulement à l'ERP, aux applications, à la BI, au reporting. Enfin, il impacte aussi forcément l'architecture. Donc maintenant, on va passer à du on va passer à du concret. On vous propose une histoire inspirée de faits réels qu'on a vécu chez 5 de nos clients. En fait, cette histoire, c'est une combinaison de ces expériences vécues qui va nous permettre ici, en fait, d'exposer les besoins et les difficultés rencontrées et comment, justement, on a pu y répondre. Donc, le contexte, je suis une entreprise française de négoce ou de services qui possède 9 entités réparties sur le territoire. Pas une, 9. J'ai connu une forte croissance. Mon chiffre d'affaires a doublé en 5 ans et je vise un doublement de ma rentabilité d'ici 2 ans. Je ne veux pas m'arrêter là. Je vais m'ouvrir à l'international. J'ai projeté de lancer une nouvelle gamme de produits ou projets, je vous laisse deviner. Mais en fait, cette belle dynamique cache une vraie difficulté chez nous en interne parce que malgré un ERP centralisé, implanté de longue date, solide. Normal, c'est Apsis Cyborg qui s'en était occupé. Donc, on a du coup accumulé beaucoup de données. Et mes collaborateurs, ils ont du mal à s'y retrouver. En clair, enfin voilà, ils ont la donnée quelque part, mais ils savent pas où la trouver. Et à chaque réunion, je les ai tous en face là, toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Les chiffres sont pas alignés, les versions diffèrent. Et forcément, les décisions, elles s'en ressentent. Certains rapports sont encore bricolés sous Excel. Donc, ils n'ont pas un vrai outil de BI à disposition. Et puis, j'ai même mon dev qui m'a confié qu'il passait plus de temps à discuter de la validité des données qu'à réellement analyser ce qu'elle pouvait lui permettre de dire, quoi. Et puis, le déclic, il est venu en fait d'une remarque toute simple. Vous saviez que notre concurrent a ses indicateurs N-1 disponibles dès le 2 janvier. Et alors là, j'ai compris qu'il fallait intervenir, qu'il fallait structurer. Et c'est là que nous, Apsis Cyborg, on intervient. Vous comprenez que pour cette entreprise, les enjeux sont clairs. Elle a besoin de rétablir la confiance dans ses données pour pouvoir piloter efficacement. Elle a besoin de performance dans ses outils pour pouvoir suivre justement le rythme de sa croissance fulgurante. Elle a besoin de savoir où trouver les indicateurs et à qui les distribuer. Elle a aussi besoin en fait d'impliquer davantage les métiers dans la production, dans l'utilisation de ces rapports et que en fait chacun puisse disposer des informations fiables, compréhensibles.
Et dans ce contexte justement d'expansion rapide, elle cherche à structurer son reporting, ce qui est tout à fait logique, pour pouvoir accompagner durablement en fait son développement. Et comme elle a en plus des données critiques qui sont réparties en fait sur plusieurs entités, on se redit, et il y en avait 9 réparties sur le territoire, il faut qu'elle garantisse un environnement qui soit hermétique et qui soit sécurisé. Donc, en somme, là, elle veut poser des bases solides pour mieux décider en toute confiance. Et là, je me fais le constat et je me dis que, en fait, je peux pas y aller toute seule avec ma solution de BI. Il faut une vraie architecture qui soit solide, qui puisse, sur laquelle on puisse reposer tout ça. Donc, du coup, j'appelle Jean Bruno. Oui, et côté infrastructure, alors là, on a illustré la situation de départ marquée avec les nombreuses problématiques récurrentes ou structurelles, mais globalement, on fait le même constat, on va dire, un peu sévère. Alors, ils sont sur un système d'information qui repose sur une infrastructure on-premise, donc l'infrastructure qui héberge donc le RP avec la base SQL, et du coup, il s'appuie aujourd'hui sur un reporting, on va dire, artisanal sous Excel. Les utilisateurs aujourd'hui, les utilisateurs nomades n'accèdent pas du tout à l'information, notamment pour des raisons de sécurité, des contraintes techniques, d'infrastructure, ainsi de suite, des sujets qu'on a déjà évoqués. Aujourd'hui, une infrastructure qui ne répond plus aux besoins croissants, les volumes de bases de données qui explosent, enfin globalement, situation un peu saturée. Et notamment la dernière mise à jour de l'ERP qui a en plus amené à une surcharge du serveur et du coup l'extraction des données qui devient encore plus longue. Le service IT en interne qui est complètement saturé, plus occupé à régler des problèmes que finalement donner accès à des nouveaux outils. Des données qui sont finalement mal sécurisées, le constat des sauvegardes peu fiables. En termes de risque, s'il devait arriver quelque chose, on n'est pas sûr qu'on puisse repartir, faire redémarrer l'activité. Aucune solution de reprise d'activité d'ailleurs, aucune solution de reprise après sinistre, et quand bien même pas envisageable sur l'infrastructure existante. Avec tout ça, la direction qui pousse pour avoir des outils, des tableaux de bord clairs pour piloter les budgets, mais côté IT, ils sont plus en capacité. Ils sont plus en capacité d'y répondre, faute d'outils adaptés, faute de ressources suffisantes. Donc un budget qui malgré tout BI avait été prévu pour déployer une solution de reporting, mais finalement sans intégrer justement cette notion de prérequis d'infrastructure nécessaire pour une telle évolution. Donc là, on lance une démarche progressive en 3 étapes clés, tout en gardant comme objectif en tête de rendre la donnée lisible, accessible et surtout utile. On commence par remettre à plat, cartographie des données. Qui produit quoi, où est stockée la donnée, qui l'utilise, pourquoi faire. Dit comme ça a l'air très évident, mais dans la réalité, ces questions elles restent souvent sans réponse claire. C'est justement ce manque de formalisation, de gouvernance, en fait, qui crée les premiers désalignements entre les équipes, entre les outils et au final sur les décisions. Une règle de gestion appliquée d'un côté qui ne l'est pas de l'autre, une règle de calcul, une définition d'une vente par le commerce, mais différente côté production. Enfin bon, voilà, ça peut vite se décaler. En 2, le choix d'un outil BI centralisé. Donc là, forcément, on a la cartographie en même. On va essayer de regarder quelle est la solution de BI qui est la plus adaptée au contexte de notre client. On va potentiellement lui en présenter 2, 3, voir un petit peu l'adoption, l'adhésion à la solution. Et ici, on part sur MyReport pour sa capacité à se connecter facilement à des bases de données, aux fichiers Excel déjà en place, aux bases de données cloud, pour son add-in Excel qui permet en fait de pas tout chambouler parce que mon client travaille dans Excel et veut faire de la data vis, veut des tableaux de bord, mais il y a quand même ce besoin de tableaux, de reporting
que permet facilement MyReport. Et puis, forcément, on va faire une migration vers une infrastructure cloud managée. C'est là que Jean-Bruno reprend le relais, en fait, sur cette partie infra, parce que forcément, quand on commence à structurer sérieusement ces données, à déployer de la BI à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle d'un groupe, il faut que le socle technique tienne la route. Là, j'ai un seul socle de données avec des dizaines, des centaines d'utilisateurs, donc il va falloir forcément, en fait, une infra adaptée. Oui, là, on voit du coup la situation d'arrivée qui est effectivement tout autre chose, puisqu'on s'appuie, on l'a dit, sur un cloud managé. Alors, le cloud AppCyborg, ce qu'on sait bien faire, avec une architecture moderne, performante et sécurisée. Alors effectivement, on a profité du projet BI, ça a été une opportunité pour embarquer également migrer le RP dans le cloud, puisque comme on l'a dit, on peut héberger tout type d'application, donc c'était aussi là le bénéfice de tout centraliser. Et donc dans ce projet, pour également intégrer, c'était un projet MyReport dans le même environnement. Donc là, on comprend déjà très vite, tout est centralisé dans un environnement totalement dédié, sécurisé, évolutif, et on va pouvoir faire interagir les outils directement. Donc déjà là, on comprend très vite le niveau de performance qu'on va pouvoir avoir. Alors le client a opté pour notre offre d'hébergement d'applications avec du service managé. Donc c'est un service où, quand on prend ce type de service, où tout est inclus, un seul abonnement où tout est inclus. Donc ça comprend bien évidemment tout ce qui concerne le maintien en condition opérationnelle, la gestion des vulnérabilités, le patch management. Bien évidemment, on embarque toute la partie sécurité avec des sauvegardes qui sont totalement automatisées, avec une rétention de plus de 32 jours, avec des données qui vont être déportées dans un autre data center. Donc là aussi, pour respecter les bonnes pratiques en termes de sécurité. Avec toutes les briques de protection contre les menaces cyber, grâce à notre SOC 24/7, avec une supervision qui permet entre autres de répondre aux pics d'activité. Et là aussi, on va pouvoir très vite réagir, donner de la ressource, répondre aux besoins. Et pour finir, un plan de reprise d'activité qui lui permet, avec un engagement de reprise dans les 4 heures, qui permet de redémarrer en cas de panne, avec surtout un avantage de redémarrer pratiquement au moment de la coupure, c'est-à-dire ce qu'on appelle un RPO inférieur globalement à 5 minutes. Pourquoi ? Parce que on est sur un modèle de réplication continue, ce qui veut dire que vous avez saisi quelque chose d'un côté, globalement vous vous retrouvez sur le système qui redémarre de l'autre, et là vous pouvez continuer à reprendre là où vous étiez et continuer votre activité. Donc là c'est aussi vraiment un gage de sécurité. Alors le client fait le choix d'un hébergement dans un cloud souverain, sur des infrastructures sur mesure, 100% managées par AppCyborg. Donc là c'est aussi un gros avantage, un seul interlocuteur. Et il a fait le choix de confier ses données à un hébergeur certifié ISO 27001 et par ailleurs expert des ERP depuis plus de 35 ans. Alors, ce qui a changé concrètement pour le client, c'est du coup un accès centralisé et fluide aux applications, que ce soit le RP, au reporting, aux données, de partout, puisque c'était aussi l'objectif et à tout moment. On a augmenté la vitesse d'exécution qui a été multipliée par 5. On a du coup un système d'information qui devient agile et qui accompagne vraiment les besoins métiers au lieu de les freiner. Et puis pour finir, pour le sujet de l'équipe IT, on leur a donné vraiment de l'air, puisqu'ils sont sortis du rôle pompier pour cette fois rentrer et devenir acteurs de la transformation digitale. Et côté métier, les bénéfices ont aussi été très visibles. Des tableaux de bord automatisés, mis à jour chaque matin sans action manuelle. C'est un gain jusqu'à 2 jours hommes estimé par mois, qui a été économisé rien que sur la production et la consolidation des rapports mensuels. Du coup, le contrôle de gestion qui passait 2 heures par jour à mettre à jour ses fichiers, ne le fait plus. Du coup, ce temps est réinvesti dans l'analyse.
Bénéfice aussi des indicateurs clairs et partagés, validés par tout le monde, hein, par les achats, la finance, la production, la direction. Du coup, réduction de 100% des écarts entre services sur les chiffres clés. On passe plus de temps en réunion pour comprendre les chiffres. On agit, on décide, c'est plus direct. Et puis un vrai changement de posture parce que la donnée devient un actif stratégique, c'est plus une corvée. Les équipes terrain en fait adoptent très vite, elles consultent les tableaux de bord sans y être obligées en fait. On a constaté plus de 60% d'usage spontané après 3 mois. Le reporting, c'est plus un fichier de plus, quoi. C'est vraiment devenu un outil de pilotage qui est partagé par tous. Merci Pauline. Alors avant de passer aux questions-réponses, on va refaire un petit retour sur tout ce qu'on vient de se dire. On a un petit peu débordé. Si je résume, ce type de projet, on le voit bien ici, repose autant sur une vision stratégique que sur les choix techniques. L'élément central, ce qui revient, c'est l'infrastructure, et puisqu'on a dit c'est elle qui va soutenir l'ensemble. Alors il faut avoir une vision globale, inclure tous les utilisateurs, toutes les données. Une infrastructure qui serait trop restrictive, finalement, freine l'ambition du pilotage par la donnée. Connecter un ERP à un outil de BI, c'est pas juste relier deux outils. Il faut effectivement avoir une architecture solide, capable de gérer des volumes de données, permettre des accès en temps réel et s'adapter à l'évolution des usages. Et c'est là, comme on l'a dit, qu'un hébergement avec du service managé prend tout son sens. Et enfin, pour réussir ce type de projet, il faut surtout avancer par étapes. Inutile de vouloir tout mesurer dès le début. On va dire qu'un bon reporting, c'est d'abord un reporting clair, lisible et évolutif. En bref, je dirais que la réussite d'un tel projet repose sur un équilibre entre méthode, gouvernance et une infrastructure adaptée et bien dimensionnée. C'est le socle invisible qui permet surtout de créer une véritable valeur métier. Alors évidemment, pour y répondre, il vous faut quelqu'un pour vous accompagner. Et vous avez un partenaire de choix puisque on est là, AppSyBorg. Alors chez AppSyBorg, notre proposition repose sur un double savoir-faire. La maîtrise technique des systèmes d'information et d'infrastructure, portée par les équipes système et réseau et cloud, et l'accompagnement métier et décisionnel qui sont portés par les équipes data. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que on ne vend pas, on vend pas simplement une solution de plus. On va écouter votre contexte, vos contraintes métiers, vos enjeux d'évolution, et on va construire une réponse sur mesure. Alors que vous soyez au tout début de votre réflexion ou déjà dans une logique de migration, on va pouvoir intervenir à différents niveaux. Si vous le souhaitez, alors faire un audit de vos usages, définir déjà une architecture cible, voir l'existant et comment la faire évoluer, mettre en place un service managé complet et bien évidemment accompagner vos utilisateurs sur le volet décisionnel. Si ce qu'on vous a présenté aujourd'hui résonne avec vos problématiques, n'hésitez pas à revenir vers nous. On vous proposera, pour commencer, comme l'a dit Jean-Bruno, plutôt un rendez-vous d'exploration sans engagement pour discuter ensemble de votre situation actuelle, de vos projets de transformation, de la façon dont on pourrait vous simplifier la vie tout en vous rendant plus performant. Merci Pauline, merci Jean-Bruno pour cette présentation. Passons maintenant à la session questions-réponses. Alors, Pauline, Jean-Bruno, la première question. Est-ce que ça veut dire qu'un ERP en SaaS n'est pas adapté parce qu'il repose sur une infrastructure partagée? Alors non, pas du tout. Finalement, ça dépend du contexte. Le couple ERP-BI dans un SaaS, on va dire, peut parfaitement convenir. Hein. D'ailleurs, il y a des éditeurs qui proposent
ce type de solution, mais à condition que les limites soient bien connues et anticipées, parce que finalement, croire que ça peut tout faire, c'est pas le cas. Dans le SaaS ou dans le cloud éditeur, on sait que la mutualisation permet de réduire les coûts, c'est ce qu'on a dit, mais ça peut aussi vouloir dire que on aura moins de flexibilité, moins de possibilités de personnalisation. Par exemple, si on prend les exemples de tout à l'heure des aspects des connecteurs, de la fréquence de mise à jour, l'accès, différents accès, même l'accès au log technique, ça peut être finalement compliqué. Là où ça peut poser problème finalement, c'est pour des besoins de reporting plus avancés ou en temps réel, parce qu'on sait que certaines plateformes SaaS ne donnent pas accès direct aux bases de données, par exemple, ou imposent des délais de synchronisation. Et dans ce cas, ce qu'on peut prévoir, et là encore une fois, c'est des réponses qu'on a déjà apportées, c'est de prévoir une architecture complémentaire dans un cloud privé, dans notre cloud privé, pour la BI, avec par exemple un data warehouse qui serait dédié, connecté à l'ERP, et du coup cette fois on va pouvoir compléter et répondre aux besoins. Donc non, le SaaS n'est pas le ERP dans un SaaS n'est pas un frein, mais il faut nécessiter de quelques ajustements, quoi. Ouais. Merci Jean-Bruno. Autre question. On a déjà un ERP, mais nos données ne sont pas très fiables. Par où commencer pour mettre en place un bon reporting? Ça, c'est pour moi. Donc, du coup, ça, c'est un cas fréquent qu'on rencontre chez nos clients. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la cartographie des données, l'étape 1, identifier qui l'a produit, où elle est stockée, qui l'utilise. L'étape 2, souvent, ça va être de mettre en place une source de données centralisée, un socle commun qui, justement, va regrouper toutes les infos de l'ERP, du CRM, des fichiers Excel, etc. Et puis après, en fait, c'est d'y aller de façon itérative, pas à pas. On a une première version fiable, partagée par tous. On sait que la perfection ne sera pas immédiate. Il faut y aller avec quelques indicateurs clés qui sont maîtrisés. Le but, c'est pas de partir sur 50 KPI d'entrée, c'est d'en avoir quelques-uns, un premier tableau de bord qui est utile et qui va donner envie d'aller plus loin et d'itérer et de pouvoir en ajouter, compléter, jusqu'à avoir en fait un système de BI complet et riche. Et puis tout ça, bien sûr, il faut aussi, on va se le redire, hein, embarquer, pas oublier surtout l'infra qui va venir supporter tout ça pour avoir un bon reporting. Merci Pauline. On passe à notre dernière question. Comment faire pour que l'infrastructure cloud suive sans exploser les coûts? Alors oui, ça c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, surtout quand les usages évoluent vite. Alors, du coup, comme on l'a dit, l'avantage du cloud Magic, c'est justement la scalabilité, et un peu à l'image du reporting, il faut savoir démarrer petit, puis monter en puissance selon les besoins. On a inutile de surinvestir au départ, de monter une infrastructure trop importante. Il faut juste éviter d'être bloqué par une infrastructure sous-dimensionnée, mais globalement, on peut démarrer très bas. Ce qui compte, c'est de bien définir le périmètre et les usages cibles, comme dans n'importe quel projet, hein, combien d'utilisateurs, quelle fréquence de mise à jour, quel type de données. D'ailleurs, faut-il vraiment avoir du temps réel? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Et on peut ensuite adapter progressivement en gardant du coup la maîtrise des coûts et avoir malgré tout une performance constante, même si les volumes vont augmenter ou même si le nombre d'utilisateurs va augmenter. Alors c'est comme ça que nous proposons nos services cloud chez Cyborg, hein, c'est exactement le modèle. On adapte vraiment aux besoins et on fait évoluer dès que nécessaire. Et d'ailleurs, on a des formules de upsizing déjà pour pouvoir savoir anticiper les coûts, au même titre qu'on a aussi des formules de downsizing, puisqu'on a malheureusement aussi des clients qui ont une baisse d'activité et qui demandent finalement de réduire un peu la voilure, donc on peut y répondre.
Merci Jean-Bruno, c'était notre dernière question. Notre conférence web touche à sa fin. Merci beaucoup Jean-Bruno et Pauline pour votre présence aujourd'hui et pour cette présentation. Et surtout, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com, rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions, vous pouvez nous suivre sur notre page LinkedIn Apsiscyborg. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci. Merci à tous.